monde sans argent, un monde sans... Alors, bienvenue à notre troisième table ronde sur l'idée d'une société sans argent. Des penseurs et des auteurs se réunissent pour en discuter. Sont présents aujourd'hui Jean-François Opetitjean, qui a produit 5 ou 6 ouvrages, essais sur l'organisation d'une société sans argent, ainsi qu'un roman. Nous avons Pierre Whitman aussi, qui vit en Thaïlande, qui a écrit plusieurs ouvrages sur la spiritualité. Nous avons Guillaume Régimbaud, qui est proche des idées de Jacques Fresco. Jimmy Quimbert, qui a produit 2 ouvrages, dont le collectivisme, Éric Trochon, qui est anciennement ingénieur et qui a écrit 2 essais sur l'importance d'une société sans argent, Thierry Long, qui est universitaire et psychologue, qui a écrit un grand nombre d'ouvrages, dont Un monde sans argent. Et nouvellement, nous avons le plaisir d'accueillir Benjamin Graciano, qui est sociologue, qui est très impliqué dans la gratuité et comment développer la gratuité au sein de la société. Alors, le thème de notre troisième rencontre est: pourquoi changer de modèle économique? Quels sont les aspects négatifs de notre société actuelle qui vous préoccupent le plus? Donc, je propose à chacun un temps de parole de 2 minutes. Qui souhaite commencer? Voilà. Alors, Allez, Thierry, s'il te plaît. euh, eh ben, dans mon ouvrage, à fait, Un monde sans argent, hein, l'utopie 5 siècles après Thomas More, en fait, j'épouse la même structure que lui. C'est-à-dire que lui avait écrit un livre en 2 parties. Il avait décrit la société telle qu'elle était à son époque, et une deuxième sur l'utopie d'un monde sans argent. J'ai fait ces 2 parties. Et sur la première partie, qui est le sujet de la question, en fait, je remarque que rien n'a beaucoup changé, sinon que les crises se sont accentuées, polarisées et que se sont exacerbées finalement. Alors, je ne vais pas rentrer dans toutes ces crises puisqu'on les connaît assez bien, mais elles sont toutes interdépendantes. Et pour rejoindre Edgar Morin, en fait, il dit que toutes ces crises relèvent finalement d'une seule et même crise, c'est une crise éthique, c'est-à-dire une crise de la relation aux autres, à soi-même et à la nature. Et cette relation, la nature de ces relations en ce moment, elles sont sur des formes de domination, de compétition, de séparation, de polarisation. On le voit de plus en plus, hein, toutes ces tensions, hein, aussi bien géopolitiques, écologiques, économiques, mais aussi psychiques, individuelles. En fait, ce monde, malheureusement, a distendu tous les liens qui nous sont naturels, en nous, entre nous et avec la nature, aboutissant à toutes les problématiques qu'on connaît aujourd'hui. Et pour remplir ces difficultés, on brandit la consommation. Or, un vide existentiel ou un vide affectif n'a jamais été comblé par un bien, et la psychologie des millionnaires le montre. C'est pas parce que j'ai un yacht de 110 mètres au lieu de 90 que ça va me faire plaisir, peut-être momentanément, mais à long terme, ça me sert pas. Et il y a une étude vraiment qui a marqué cette perspective, hein, ce sujet, hein. C'est une étude menée en plus par un économiste qui s'appelle Easterling, une étude longitudinale entre les années 50 et 80 au Japon, où justement il montre que le bien-être matériel a explosé et que en 30 ans, le bien-être subjectif n'a pas changé. Donc voilà, l'argent finalement est plus sujet d'aliénation que d'épanouissement. C'est ce que montre finalement la majorité des recherches et je crois des ressentis, des intuitions et des tensions actuelles. Quelqu'un souhaite prendre la suite? Jean-François, c'est à toi. Moi, je suis un peu amateur d'histoire, hein. Donc, moi, j'ai pensé que le modèle économique a très peu changé depuis la création de la monnaie. Il s'est juste adapté aux circonstances sur la forme. Mais dès le départ, le modèle a été conçu pour conditionner tout échange marchand à la monnaie et en tirer un pouvoir absolu sur tous les acteurs économiques. Quel que soit le régime politique, l'époque, la culture, l'espace qu'il contrôle, l'argent induit mécaniquement les mêmes effets. Alors, je cite les effets: une nécessaire croissance, une accumulation du capital, des classes sociales fondées uniquement sur la fortune, une recherche frénétique des profits, donc des dégâts sociaux et environnementaux, des trafics, des arnaques en tout genre, l'exploitation des autres, la mise en concurrence généralisée, la recherche pathologique d'efficience et d'efficacité. C'est donc un système à la fois terriblement centralisé, puissant, mais à la longue, il est fragile et voué à sa perte. D'ailleurs, tous les empires connus ont fini par s'effondrer après une extension démesurée. Les Grecs, ils disent par l'hubris, hein, l'orgueil, la folie des grandeurs.
L'Empire romain a été bien étudié de ce point de vue-là. En résumé, si on veut garder le système monétaire, il faut obligatoirement accepter la lutte des classes, les inégalités, la guerre commerciale ou néocoloniale, le proxénétisme, les mafias, les cartels de la drogue, la corruption, les élites, la faim dans le monde, les millions de SDF et de mal logés. Et aujourd'hui, en plus, il y a le climat qui s'emballe, des milliers d'espèces qui disparaissent, les cycles naturels qui sont perturbés, les pénuries de matière et d'énergie, la pollution, les maladies chroniques, les océans qui vont déborder, une possible troisième guerre mondiale pour que le système perdure quelques années de plus. Ça ne suffit pas comme raison de changer le monde de modèle? Voilà. Tout à fait. Là, je crois que tu as résumé une situation, notre situation actuelle. Quels sont les aspects négatifs qui te préoccupent le plus personnellement parmi tous ces facteurs, Jean-François? Je prends bien soin de ne pas privilégier un problème par rapport aux autres, parce que c'est l'ensemble de ces problèmes qui nous amènent dans le mur. Donc il faut arrêter de regarder, d'analyser notre société en silo, comme on dit, hein, c'est-à-dire problème par problème. Et à chaque problème, on trouve une solution. Et la solution crée d'autres problèmes, parce que tout est imbriqué. Donc il faut avoir une réflexion systémique et s'attaquer au système, pas à un problème après l'autre. Voilà. Tant qu'on est dans une réflexion en silo, on n'arrive pas à s'en sortir. C'est ce que dit, comment il s'appelle, le spécialiste des systèmes complexes, Olivier Amand, voilà, qui est très intéressant, qui explique ça très bien, c'est sa partie, hein, c'est son métier, il travaille sur les systèmes complexes. Voilà. Et les réflexions en silo, ça date du siècle des Lumières. Hein. Ils ont tous fonctionné comme ça. On a été éduqués comme ça. Et c'est une mauvaise approche. Il faut apprendre à réfléchir de façon systémique. Voilà. D'accord, merci Jean-François. Quelqu'un souhaite prendre la suite? Pierre, s'il te plaît? On parle d'un monde sans argent, mais quand j'écoute, par exemple, l'histoire du monde sans argent, par exemple, sur la très bonne interview de Michel Lallemand, on ne parle que de la France et des États-Unis. Donc, depuis 2 siècles, il y a beaucoup d'études qui ont été faites, beaucoup de livres qui ont été écrits, des expériences pratiques dans ces 2 pays. Pourtant, moi, il me semble que ces 2 pays sont peut-être les 2 pays où ça va justement être le plus difficile d'implanter un monde sans argent. Alors, que se passe-t-il dans le reste du monde? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres pays qui ont aussi fait des études, des expériences, qui sont peut-être beaucoup plus avancés que nous et qui pourraient en fait commencer cela plutôt que d'essayer de se focaliser uniquement sur la France et les États-Unis? Alors maintenant, les choses qui me préoccupent le plus en ce moment, si je regarde la France, c'est la première chose, c'est le blocage des médias. C'est-à-dire que si on veut parler dans les médias, par exemple, d'un monde sans argent, c'est impossible parce que les médias sont bloqués. Si on veut faire une vraie manifestation contre le gouvernement, ça sera impossible parce que ça sera impossible d'avertir les citoyens par les médias. Et en plus, la personne qui organise ça, probablement, on remarquera après 2 jours qu'elle s'est suicidée. Et l'autre chose, c'est le type de gouvernement qu'il y a, par exemple, en France, cette petite minorité de gens qui ont beaucoup d'argent, qui dirigent le système économique, le système politique, qui en fait dirigent toute la vie dans ce pays et en plus conditionnent complètement les gens. Moi, une chose qui m'a beaucoup surpris, c'est qu'on est arrivé à conditionner les gens au point qu'ils aient élu Macron comme président. Des millions de personnes ont été complètement conditionnées, n'ont pas vu que c'était un abruti et ont voté pour lui. Ça, c'est quand même quelque chose qui est incroyable et qui nie toute forme de démocratie, à mon avis. Merci Pierre pour ta prise de parole. Quelqu'un souhaite prendre la suite? Guillaume, s'il te plaît. Pourquoi changer de modèle économique, Guillaume? Pourquoi? D'après moi, c'est parce que nous voulons un monde sans guerre, sans pauvreté
qui va plus loin que la politique au sens délétère, c'est-à-dire celui qui se réfère à des influenceurs corrompus, car avoir une conscience politique et l'exercer, d'après moi, c'est quand même bien, mais passons. Donc, sans guerre, parce que qui dit monnaie, c'est bien le sujet, hein, un monde sans argent, qui dit monnaie dit rareté organisée. Et donc manque, convoitise érigée en système, c'est bien ce qu'on voit. Hein. Et donc forcément, la violence va s'en suivre, à un degré ou un autre, hein, pour saisir ce que l'on n'a pas, se mettre en sécurité. Et ça, on peut le constater depuis toujours, en fait. Et puis ensuite, il faudra protéger ce qu'on a conquis. Donc, encore besoin de ressources monopolisées pour organiser la rareté et faire monter la valeur de ce qu'on possède. C'est comme ça que ça fonctionne, etc., etc. C'est une spirale, finalement, vous voyez. Ensuite, sans pauvreté, parce qu'en fait, c'est même symptôme finalement, mais autre effet. Pour qu'il y ait des riches, il faut des pauvres, et la rareté, elle assure cela. Pour devenir riche et la rester, il faut prendre et conserver. Il faut entretenir une main-d'œuvre. Il ne peut pas y avoir que des riches, donc la monnaie est l'instrument de cette structure de domination des uns sur les autres, avec une subtilité. On peut s'élever, devenir riche, c'est dur, mais c'est possible. Et puis cette possibilité, ça entretient l'espoir, c'est très important. Ça permet au système de perdurer. Cependant, il faut bien souvent se corrompre. C'est bien là le nœud du problème, hein, cette corruption. Se corrompre et participer à l'appauvrissement ou la domination d'un autre. C'est inévitable. D'accord. On ne peut pas faire autrement. Il existe bien évidemment des riches qui sont gentils, bien intentionnés. C'est pas là la question, il y en a plein. Et ce n'est pas que les gens deviennent fous non plus, même si certains peut-être, mais le système est ainsi conçu, hein, et il n'est pas bon. Le système monétaire, il doit faire souffrir un grand nombre pour le bénéfice d'un petit nombre. C'est vraiment là qu'il faut se concentrer, sur cette problématique-là, avec un bémol qui est intéressant parce qu'il nous concerne tous, c'est que la technologie permet une pauvreté plus confortable aujourd'hui qu'auparavant. D'accord. Aujourd'hui, on prend un pauvre, même un gars de HLM, il vit presque avec plus de confort, je dirais, qu'un roi dans le temps passé. Hein. Donc, c'est bien, mais c'est aussi un nouvel outil permettant de distraire le pauvre et de le faire se contenter de son état, d'inhiber sa capacité à se rebeller, à s'éduquer, à s'élever. C'est cela dont la société a besoin, de gens qui s'éduquent et qui s'élèvent. Cependant, ce n'est pas facilement encouragé. Ensuite, sans politique, mais je ne sais pas si je veux aborder ça aujourd'hui de façon trop détaillée. C'est un chapitre long et complexe, mais en une phrase. Hein. Qui dit monnaie dit corruption, on l'a dit. Et quand on veut le pouvoir, il faut de l'argent. Et la corruption, elle est déjà là. Donc la politique ne vaudra jamais rien tant qu'elle sera sous influence de la monnaie. Donc au final, la politique telle qu'on la connaît est parfaitement superflue. Un monde hautement technologique doit s'en affranchir afin de ne plus avoir à prendre des décisions, mais arriver à des décisions. Je ne sais pas si ça c'est un peu subtil. Prendre des décisions versus arriver à des décisions. C'est clé en fait, hein, vraiment. Bon, je préfère pas trop développer maintenant, ce serait trop long. Ce sera un débat intéressant, mais peut-être pour une autre occasion. Donc, en résumé, pourquoi changer de modèle économique? Parce que nous voulons un monde sans guerre, sans pauvreté, et qui va plus loin que la politique telle qu'on la connaît. Voilà. Merci Guillaume pour ta participation. Qui souhaite prendre la parole? Voilà, Eric, pourquoi changer de modèle économique et quels sont les aspects négatifs de notre société qui te préoccupent le plus? Eh bien, je pense que la société a largement fait la preuve de son incapacité à répartir justement les richesses. Hein. Quelques milliardaires ont autant que la moitié de la planète, un truc de fou. Et elle a juste aussi montré son incapacité à répartir équitablement les gains de productivité. Hein. En 50 ans, la productivité a fait x3, alors que le temps de travail en France n'a été réduit que de 15%. La différence, ce sont les propriétaires des moyens de production qui se mettent dans la poche. Et le résultat, c'est qu'on travaille trop et qu'il y a beaucoup de chômeurs, hein, de chômeurs et de chômeuses, hein, à cause de ça. Et puis la société a aussi montré
qu'elle était incapable de nous proposer un mode de vie durable, on extrait trop. Par exemple, le phosphore. Le phosphore, sans lequel il n'y a pas d'agriculture, on importe beaucoup de phosphore d'Afrique du Nord ou de Russie, hein, mais dans 50 ans, il n'y en aura plus. Et sans phosphore, pas d'agriculture. Donc, ça veut dire que notre mode de vie est vraiment à revoir. Et puis enfin, on détruit la planète. Notre empreinte, elle est de près de 3 planètes en France, hein, notre empreinte écologique. Donc, le mode de vie, il est injuste et insoutenable. C'est pour ça qu'il faut en changer. Et par ailleurs, l'argent est exploité et est utilisé pour faire de la spéculation uniquement dans 97% des cas. Donc, l'argent, c'était un moyen, c'est devenu un but et c'est bien ça qu'il faut changer. Voilà ce que j'avais à dire. Si Eric, quelqu'un souhaite prendre la relève, Benjamin ou Jimmy? Benjamin, voilà, s'il te plaît. Bon, allez. Alors, moi, ce que je vais essayer de. Il me semble que quand on parle de modèle économique, ce qui est intéressant, c'est que finalement, on peut se positionner sur trois aspects, à la fois au niveau microéconomique, on va dire, qu'est-ce qu'il y a en tant qu'individu, comment ce modèle économique peut m'affecter, à un niveau peut-être intermédiaire, comment ça peut affecter des institutions, des groupes. Et aussi à un niveau plus collectif. Donc là, j'ai l'impression que dans les interventions, on a beaucoup abordé l'aspect collectif, ce qui est très intéressant. Donc je vais me pencher plus sur l'aspect individuel. Moi, ce que je remarque dans ce modèle, dans le modèle économique qui est prédominant aujourd'hui, c'est qu'est-ce que, en tant qu'individu, qu'est-ce que je subis à partir de ce modèle économique. Donc là, je vais faire quelque sorte un peu de phénoménologie, c'est-à-dire comment les phénomènes arrivent à mon vécu. Donc, un premier aspect, c'est déjà ce que je peux constater, c'est qu'il y a un énorme gaspillage. C'est-à-dire, il y a beaucoup de ressources qui sont présentes dans mon environnement et dont je pourrais avoir besoin, mais du fait qu'elles soient dans un cadre marchand, j'y ai pas accès. Donc, ça, déjà, c'est un premier point qui est quand même problématique, parce que, disons que géographiquement, elles sont pas éloignées et je peux pas y avoir accès. Voilà. Donc, toute cette dimension d'accès est très importante. Par exemple, il peut y avoir dans certains cas l'impossibilité d'accéder à des ressources élémentaires, alors qu'elles sont pareilles, elles sont présentes dans mon environnement. Donc il y a toute cette dimension de confiscation qui crée du gaspillage que finalement on va tous subir au quotidien. Même si on a l'impression, on va dire, quand on a le truc de l'argent, voilà, on ne se rend pas compte de toute cette dimension-là, mais toutes ces contraintes qui peuvent peser. Troisième contrainte, évidemment, c'est toutes les obligations qui vont peser sur nous pour l'obligation de travailler dans des choses qu'on n'aime pas, des choses comme ça. Et enfin, quatrième aspect, c'est bien souvent dans les relations marchandes, les rapports sont pervertis, on va dire. C'est plus les mêmes relations humaines. C'est souvent des relations qui peuvent être basées sur le mensonge, voilà, des choses qui sera à développer évidemment. Donc voilà, c'est déjà quatre aspects au niveau individuel. Qu'est-ce que moi ce modèle économique peut me poser comme problème? Voilà. Ensuite, alors si on passe à un niveau plus intermédiaire, il me semble que dans les entreprises ou des associations, enfin peu importe finalement le statut, qui ont un fonctionnement conventionnel, on peut voir pareil une rigidification des relations. Il y a tout ce qui est lié à la division du travail. Donc voilà, il y a énormément de phénomènes qui font que le regroupement des personnes dans des collectifs dans un cadre marchand n'est pas souhaitable sur plein d'aspects. Voilà. Après, il faudra développer évidemment. Et bon, sur le plan collectif, je pense sur un plan plus macroéconomique, je pense on en a bien parlé. Voilà. Bon, déjà. Mais je suis d'accord avec ce qui a été dit. Effectivement, l'économie de marché crée de nombreuses perturbations, de nombreux déséquilibres au niveau macroéconomique, qui sont d'ailleurs compensés par l'intervention de l'État qui, à ce moment-là, crée à nouveau des problèmes, etc. Voilà, merci Benjamin. Alors de mon côté, pourquoi changer de modèle économique? Ben, parce que le système actuel est basé sur le profit et la croissance. Hein, il est la source d'inégalités, de souffrance, de stress, de compétition, de guerre, hein, d'égoïsme, d'insécurité.
Les problèmes environnementaux actuels et futurs ne peuvent être résolus dans un système marchand basé sur la croissance, hein, évidemment. 99% des problèmes actuels et futurs sont automatiquement résolus dans un système participatif sans argent. Il reste, je dirais, les problèmes d'ordre psychologique, mais qui seront aussi en grande partie résolus dans une société non marchande, parce qu'elle est porteuse de liens enrichissants, d'épanouissement et de fraternité. A contrario, les générations futures aussi, pourquoi changer de modèle économique? Parce que les générations futures vont véritablement souffrir. Les générations actuelles, je pense aux retraités actuels, ont eu la chance d'avoir un bon travail, d'avoir des bonnes cotisations retraite. Ils sont souvent propriétaires déjà de leur logement. Et en plus de ça, à 60 ans, 70 ans, ils héritent de leurs parents qui étaient aussi propriétaires. Donc je dirais que cette génération actuelle de retraités, dans une grande partie, va très très bien. Par contre, les générations qui vont venir, eux n'auront pas de cotisation, auront des difficultés à avoir du travail, auront l'accès à un logement qui sera hors de prix. Je regardais le prix par curiosité à Paris d'un logement, on est à 10 000 euros du mètre carré, c'est-à-dire qu'un 20 mètres carrés coûte 200 000 euros, ce qui représente 1 300 000 francs. Il y a 20 ans, on avait pour ça une magnifique maison. Donc tout devient complètement aberrant et les générations actuelles vont devoir travailler 20 ans, 30 ans pour avoir des petits logements pour ceux qui ont la chance de travailler. Et en plus de ça, quand ils seront retraités, ils n'hériteront pas forcément des biens de leurs parents. Donc là, on va arriver sur un système d'appauvrissement généralisé et qui, voilà vers quoi on tend. Donc je dirais qu'actuellement, on est encore dans un cycle d'abondance. Il n'y a jamais eu autant de restaurants, gastronomie, de biens de luxe, de vente, etc. Mais la génération suivante, la prochaine génération et la génération d'après, sans parler des problèmes environnementaux qui vont arriver en grandissant. Donc pourquoi changer de modèle économique? Pour toutes ces données, évidemment, il faut qu'on pense à un autre système. Et évidemment, ce qui nous réunit tous ici présents, c'est qu'on a pensé que la base de tous ces dérèglements, c'est évidemment l'argent. L'argent, si on l'enlève du système ou on change de système avec un modèle d'organisation sans profit, simplement permet de résoudre tous ces problèmes. Et donc pour finir, personnellement, les problèmes qui me touchent le plus personnellement, je dirais les guerres. Je vois ce qui se passe actuellement à Gaza, par exemple, où Donald Trump veut lancer une Riviera pour les ultra-riches et exporter, envoyer les gens de Gaza en Syrie et en Égypte, c'est complètement fou. La faim dans le monde aussi, au Yémen ou dans d'autres pays, notamment à Gaza, me révolte profondément. Et enfin, la condition animale aussi sont vraiment le troisième facteur qui, moi, me touche personnellement. Je vois encore dernièrement des images d'orang-outans dans la forêt de Bornéo, de Kalimantan en Indonésie. Donc, forêt de Bornéo, le deuxième poumon de la planète qui a pratiquement été complètement dévasté, il reste pratiquement plus rien. Et je vois cette image d'un orang-outan qui essaie de se battre contre un bulldozer pour sauver sa famille. Et ça, pour moi, ça me révolte profondément. Donc, il faut qu'on arrive à une nouvelle économie. Il faut qu'on sorte de l'argent dette, de l'argent profit. Personnellement, je pense qu'une société sans argent, c'est le prochain pas de la prochaine étape de notre humanité. Alors peut-être qu'il y aura une troisième guerre mondiale, toujours plus de guerres. On sera toujours dans l'ère des conquêtes actuelles depuis des millénaires. Je pense que la prochaine étape de notre humanité, c'est une humanité sans argent, fraternelle. Voilà, simplement. Voilà, je laisse la parole à Jimmy. S'il te plaît, Jimmy. Moi, je vois donc le système économique comme une sphère et à l'intérieur un noyau, donc le pilote un peu de ce système. On pourrait croire tout à fait légitimement et avec bon sens que le pilote est l'homme, l'être humain, et qu'autour gravitent ses créations, ses productions, ses avancées technologiques. Eh bien non, c'est l'inverse qui se produit dans ce système. On a au milieu, au centre de l'attention, l'objet, la production, le bien, le service, et autour, totalement envoûté et obsédé, l'être humain qui se consacre entièrement
à l'objet. Donc ça agit un peu comme une drogue et c'est l'offre qui nous dirige et non pas la demande. Voilà le problème. Alors pourquoi est-ce qu'on arrive à une telle ineptie? Eh bien, parce qu'il faut maintenir l'emploi, hein. On a beaucoup comment dire, on fabrique beaucoup, peu importe la qualité, peu importe l'utilité, tant que ça permet d'abreuver le monde entier et tant que ça maintient l'emploi. Donc voilà une raison tout à fait ridicule d'un point de vue post-monétaire, hein, de devoir continuer la fabrique euh, euh, à bêtise, à ineptie, à inutilité, pour une telle raison. Donc on est dans une économie un peu de l'offre perpétuelle et voilà, il faut renverser ça. Maintenant, ce qui me préoccupe, que je trouve très nocif dans ce système, c'est la priorisation budgétaire. Quand on regarde euh, à la télévision, dans les journaux, l'actualité, il y a des projets un peu partout, et ces projets, en fait, sont classés verticalement. Dans le système, on va injecter de l'argent euh, pour pouvoir répondre à un besoin et mener à bien un projet. Quand on a fini le premier projet, on passe au suivant, etc. Le problème, c'est que parfois, il y a plusieurs urgences et ça n'attend pas. Donc, là, par exemple, il y a quelques années, quand on était dans la crise Covid, euh, moi j'attendais, peut-être un peu naïvement, le vaccin français, je crois que c'était Pasteur. Bon, il est venu 2, 3 ans en retard, il est venu quand même, hein, mais l'argent n'a pas été placé au bon moment, au bon endroit, et quand on fait de la priorisation budgétaire, bah, des fois, euh, on, on arrive en retard, on finit par produire, mais trop tard. Dans un système sans argent, eh bien, on serait plutôt sur un modèle horizontal, c'est-à-dire que on lance plusieurs projets. Si on a 10 qui sont tous de nature impérative, urgente, eh bien, euh, on lance ces projets et puis on injecte non plus de l'argent, puisque de toute façon, c'est très limitant, hein, comme procédé, mais on injecte de la force humaine, de la technologie, et là, pour le coup, on peut le répartir correctement et progresser sur plusieurs postes, plusieurs projets en même temps. Voilà l'avantage. Donc, voilà, on aura l'occasion de parler d'autres points forts, enfin des points forts d'une société sans argent. Quels sont les facteurs qui te touchent le plus personnellement, Jimmy, rapidement? Alors justement, c'était ça, c'était le fait de prioriser tout le temps les projets, d'être très déçu de voir que, alors que ce soit au niveau de l'État, hein, donc des services publics ou des grands projets qu'il peut y avoir, même au niveau local, ou bien des entreprises. Les entreprises, quand elles se développent, doivent faire des choix et des choix qui les limitent. Et puis je peux également dire que le fait d'être obsédé par l'emploi, hein, ce système qui veut maintenir l'emploi pour que les gens vivent, eh bien, ça nous fait perdre de vue l'essentiel, qui est peut-être aussi de pouvoir se consacrer euh, à de l'utile exclusivement. Donc, je rappelle que si on enlève tout le marché de l'inutile, on fait perdre beaucoup d'emplois. Le développement technologique. Alors là, catastrophe. Vous imaginez que si on se développe vraiment à la hauteur euh, de nos espérances et de nos capacités, eh bien, on raye 80% des emplois. Et là, le système arrive dans une impasse. Et j'attends de voir comment, justement, ce système va réagir face à cet enjeu crucial pour le développement de l'humanité, qui est la technologie, et comment on la met en avant et on la développe. Merci, merci, Jimmy. Quelqu'un souhaite réagir à certains propos? Quelqu'un veut-il ajouter quelque chose? Guillaume, s'il te plaît. Parmi les effets négatifs sur lesquels il faut insister, hein, vraiment, pour moi, ils sont trois. Alors, j'ai parlé un peu auparavant de la guerre, de la pauvreté, de ces choses-là, mais ce qui me touche le plus dans la société actuelle, dans notre quotidien, en fait, c'est réellement la corruption, la privation de liberté et la violence. Parce que c'est vraiment de ça qu'on souffre tous au quotidien, de façon directe ou indirecte. Sans nul doute, la corruption engendrée par le système monétaire, où posséder est le moteur de tout, c'est de ça que naissent tous les maux.
On ne naît pas avec une soif de domination, hein, on le devient à force d'adversité et de besoin de sécurité, comme j'ai pu le dire lors de notre dernière rencontre. Ça se résume à une chose, c'est qu'il n'y a pas de nature humaine. D'accord? La corruption, elle altère les idées, elle altère les buts finaux, elle pousse à accepter des choses inacceptables. Tu as mentionné, Gaza, on pourrait mentionner le Darfour, il y a des milliers de conflits comme ça où des gens meurent par centaines de milliers, c'est le pire gâchis de ressources imaginable. La mort d'un humain, il y a pas pire, en fait. Au niveau ressources, capacités, cet humain qui est mort, peut-être que son enfance aurait été le prochain Einstein. Tu vois, je veux dire, c'est hallucinant. Le moteur de ces horreurs, c'est le gain de ressources convoitées. Dans le temps, elles pouvaient être même humaines, hein, l'esclavage. Maintenant, les esclaves, c'est interdit, donc qu'à cela ne tienne, on va les tuer, tu vois, je veux dire, quelque part. Et donc, de ces ressources découle le pouvoir, et la monnaie, elle chapeaute tout ça. C'est le liant, c'est la récompense finale, c'est le grand corrupteur. Donc, un être humain non corrompu, il ne supporterait pas ça. Et il y participerait encore moins, on est d'accord. Ensuite vient la privation de liberté, celle de vivre selon son choix, de s'élever à la hauteur de notre potentiel. On ne peut pas s'élever à la hauteur de notre potentiel aujourd'hui. C'est très rare. Les humains, ils sont bridés. Ils n'ont pas le temps ni le loisir de se tromper et de recommencer, d'entreprendre une recherche, un apprentissage, et puis s'il ne débouche pas sur une expérience où on excelle, donc ça permet la rémunération, on est bien d'accord, ce sera une perte de temps. Donc, si on réalise qu'en fait, on n'aime pas trop ce qu'on fait ou ce qu'on étudie et qu'on veut changer, car si on voit bien qu'on ne va pas devenir excellent, on aura perdu son temps. Et le temps, c'est de l'argent. Et c'est vrai, hein, moi, quand on me paye à mon travail, on me paye pour le temps que je donne. Tu vois, je veux dire. Et donc, sans argent, on est foutu. Donc, on n'ose pas, on se recroqueville, on est dominé par la peur en permanence. Donc, ces aspects négatifs, il faut vraiment les souligner. Ils sont dans le quotidien de tout le monde. Un généraliste, quelqu'un qui veut connaître un petit peu tout, il ne pourra pas, il sera mis à la marge parce qu'il ne sera pas assez bon dans un domaine pour en devenir spécialiste. Et donc, on n'a pas le droit d'être généraliste, d'être un touche-à-tout. On ne trouvera pas de rémunération comme ça, on ne fera pas de carrière. C'est très, très rare. Et donc, tout ça, c'est la corruption. La corruption, c'est la peur de l'enfermement permanent qui naît de la violence. Cet enfermement, il est mental, hein, je parle bien de ça. Cet enfermement dans un modèle où on ne peut pas évoluer. Et à différents degrés, ça fait quoi? Ça engendre la violence, l'impatience par rapport à nos proches, l'agression pour une place de parking, l'alcoolisme, la xénophobie, tout ce que vous voulez. Tout ça, ça vient de là, c'est des peurs. C'est vraiment la mère, hein, de tous ces démons. Et ça nous traque, c'est là, c'est notre pire ennemi. Cette peur, elle se rend nécessaire et elle nous diminue. Donc, c'est vraiment là-dessus que je voulais insister. J'ai peut-être pris un petit peu de temps, j'en suis désolé, mais les aspects négatifs de notre société, si on reste au niveau méta, c'est ça. Il faut vraiment garder l'aspect méta, c'est-à-dire la base, ce dont on vit tous les jours. Et on en a tous l'expérience, j'en suis certain. Voilà. Voilà, j'en profite aussi pour rebondir sur tes propos en pensant aux jeunes qui ont 20 ans, qui arrivent en fin de terminale, par exemple, et qui savent absolument pas quoi faire, hein. Ils savent vraiment pas quoi faire. Et on leur dit qu'ils tout le fassent temps, un mais il faut que vous choix. choisissiez une voie. Voilà, Comment tu il veux faut qu'ils qu'ils fassent? choisissent une voie, ils vont essayer, ils vont finalement trouver un travail alimentaire qui parfois, et très Absolument. souvent, ne les passionne pas du tout. Donc c'est un petit Hein. peu l'aberration de notre système Attends, actuel. ça va plus loin que ça encore, Yann. Il y a ce phénomène de prostitution des jeunes filles dans les facultés parce que c'est un moyen extraordinaire de sortir de la pauvreté. Et attends, elles le font en masse. Et aujourd'hui, il y a des sites web qui permettent ça. Tu vas sur OnlyFans, ces choses-là, tout le monde en a entendu parler, hein. C'est blindé de ça parce que c'est de l'argent facile. Alors elles ont bien le droit, elles sont libres. Ok, c'est leur corps. On ne va pas juger. Cependant, il est certain qu'elles ne le feraient pas si ce n'était pas pour l'appât du gain. On est d'accord? Donc, Bien sûr, le vice, il bien est là, sûr, hein. tout à fait. C'est pas juger le comportement des gens. Ils ont bien le droit de faire ce qu'ils veulent. Mais par contre, on sait bien que derrière, c'est plus ou moins forcé par cette nécessité d'obtenir un confort naturel. Comment tu veux faire des études correctement, toi, si tu es sans arrêt en train de te préoccuper de ton sandwich? C'est pas possible. Voilà, bien sûr, la prostitution et le matérialisme ambiant. Quelqu'un souhaite rajouter quelque chose? Benjamin, voilà, rapidement. Oui, non, rapidement, mais je veux dire, je suis tout à fait d'accord sur le fait que le système marchand génère de la violence de par son fonctionnement, mais je trouve que ce qui est intéressant à voir, c'est aussi qu'il est fondé sur la violence
en tant que tel. C'est-à-dire, il crée effectivement des inégalités terribles qui produisent de la violence, mais dans tous les cas, je veux dire, le fait d'exclure de l'accès à des ressources, le fait aussi d'obliger n'importe quel contrat marchand, finalement, c'est une obligation de retour, donc qui ne peut se mettre en place, enfin, qui ne peut être imposée que par des formes de violence, enfin, en tout cas, dans le cadre actuel. Même si ces violences sont pas manifestées, parce que finalement, on s'est accoutumé à un système marchand qui fonctionne avec une violence sous-jacente, mais qui ne se manifeste pas nécessairement dans le sens où c'est des choses, on est habitué. Voilà, on va sur un marché, moi je cite souvent l'exemple, allez sur un marché et prenez une pomme et partez avec en disant bon bah moi j'ai trouvé une pomme, elle me va bien. Bon bah tout de suite les réactions vont probablement être relativement violentes. Donc toute cette violence en fait elle est latente et c'est pas d'une certaine manière, bon là c'est pas très scientifique, mais c'est pas surprenant qu'elle crée aussi de la violence. Voilà, elle doit s'imposer. Je veux dire, ce système-là doit s'imposer par une violence latente. Voilà ce que je voulais dire. Voilà, merci Benjamin. Quelqu'un souhaite rajouter quelque chose? Oui, Jean-François? juste, on est dans la période des slogans avec toutes les manifs là. Alors moi je vous en propose un qui date de 550 avant Jésus-Christ. C'est Périclès qui disait aux Grecs, si vous désirez quelque chose que vous n'avez jamais pu avoir, il faut faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. Voilà. Et j'ai trouvé ça pas mal. Maintenant, on peut moderniser ce slogan avec ce que disait Einstein. Il est fou de refaire toujours la même chose en espérant un résultat différent. Voilà. Donc, qu'on soit à l'époque de Périclès dans l'Antiquité ou à l'époque d'Einstein, c'est toujours le même problème. Si on essaye de réparer sans arrêt ce qui nous détruit, on est perdu. Il faut changer de modèle radicalement, hein, politiquement, économiquement, sociologiquement, etc. Il faut tout changer. Thierry, tu souhaites ajouter quelque chose? Oui, Einstein rajoutait aussi que c'est impossible de trouver les solutions dans un référentiel qui a créé les problèmes. Et là, c'est bien ce qu'on est en train de discuter, c'est-à-dire cette transition de cette société dont le pilier principal est l'argent à une société post-monétaire. Ouais. Eric, tu veux ajouter quelque chose? Oui, je pense qu'on a besoin d'aller vers une société du partage. On doit passer de la société de l'échange à une société du partage. C'est ça le grand mérite d'une société sans argent, en fait. Hein. Le partage, ça permet de sortir de ces... Je vais citer deux personnes là. Khalil Gibran a dit « L'échange peut conduire certains à l'avidité et d'autres à la famine, s'il n'est fait avec amour et bienveillance. » Or, c'est ce qu'on voit. Hein, trop souvent, on voit des gens qui souffrent de famine et d'autres qui sont riches à n'en plus finir. Hein. Donc, la société de l'échange, c'est un de ses grands travers. Et l'échange, c'est aussi un autre travers que le pape François a dit, je le cite, « Celui qui ne vit pas la gratuité fraternelle fait de son existence un commerce anxieux. Il est toujours en train de mesurer ce qu'il donne et ce qu'il reçoit en échange. Si on est dans l'échange, on est toujours en train de mesurer. Hein. Le partage, ça permet de sortir de ça aussi. » Voilà ce que je voulais dire. Merci Eric. Cette troisième table ronde s'achève sur ces réflexions et nous nous retrouvons tout de suite pour la quatrième rencontre dont le thème est « Quels sont les aspects positifs d'une société sans argent ?» À bientôt. Un monde sans argent, un monde sans misère, un monde où les gens sont tous frères. Un monde sans argent, un monde sans misère,